Le 18 février, le journaliste William Oduro des Décodeurs a sorti un article sur LinkedIn, la désinformation en toute tranquillité, pour dénoncer la trop forte liberté d'expression sévissant sur cette plateforme. Il se plaint que LinkedIn ne cherche pas à administrer la vérité, comme l'a rappelé la directrice générale de LinkedIn France à la commission Bronner. La vie est en fait assez simple pour tous ces gens. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des désinformateurs ou des complotistes. Il leur paraît donc normal de faire taire toute voix qui ne serait pas dans leur camp, celui du camp du bien. Depuis qu'Emmanuel Macron a déclaré « Nous sommes en guerre », on ne peut que constater la création de ce camp, ou plutôt sa sortie du bois, et sa volonté d'élimination de tous les autres. C'est ainsi que le 4 février, William Oduro a pris contact avec moi sur LinkedIn puisqu'il pensait me mentionner dans le cadre d'un article sur la désinformation sur LinkedIn. Donc très courtoisement, un journaliste me contacte pour me prévenir qu'il a envie de me chier dans les bottes et qu'il aimerait bien que je lui amène sur un plateau d'argent. À ce stade, on réalise que ces gens sont complètement perchés. Ils sont persuadés que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux se considèrent eux-mêmes dans le camp du mal et faisant de la désinformation. Cependant, curieux de la tournure des événements, mais surtout conscient qu'un silence de ma part ne serait interprété que comme un assentiment, je lui ai dit qu'il pouvait me poser toutes les questions qu'il voudrait et que je répondrais au mieux. Je l'ai toutefois prévenu que j'ai déjà eu une très mauvaise expérience avec son collègue Luc Payon de Check News, qui m'a sollicité pour ensuite publier un article se résumant à une attaque ad personam et sans prendre en compte aucune de mes réponses à ces questions. Son article comporte d'ailleurs plusieurs erreurs de fond qui n'ont pas été corrigées mais auxquelles j'ai répondu dans une vidéo. Notre décodeur du Monde précise que plusieurs de mes analyses ont fait l'objet d'articles de vérification contestant leur précision. Il serait toutefois injuste de n'incriminer que le journal Libération dans ce genre de procédé et dans l'impossibilité d'obtenir un droit de réponse. Le Monde n'est pas à son coup d'essai contre mes travaux et ils avaient dès janvier 2021 écrit un article à charge contre mes travaux de comparaison entre la mortalité d'une vague Covid et celle d'une vague de grippe. J'y avais répondu en vidéo. Il me demande alors mon domaine exact d'expertise en matière de statistiques et surtout pourquoi je publie sur LinkedIn, réseau professionnel qu'on n'aurait pas forcément attendu comme théâtre de débat sur la politique sanitaire. Puisque une seule phrase de toute ma réponse a finalement été reprise par William Oduro, je me propose ici de vous donner la réponse complète. Bonjour William. Dans votre paragraphe, vous indiquez directement vouloir faire des attaques ad hominem. Ce comportement est complètement incompréhensible pour moi. Je pensais que votre métier était de faire réfléchir les gens en animant le débat et vous vous vantez de vouloir au contraire le clore pour défendre votre paroisse. Êtes-vous journaliste ou VRP? Si vous défendez un camp, il serait temps de l'assumer, de rendre votre carte de presse et de prendre celle du parti qui vous correspond. Vous parlez de désinformation et de me demander mes titres. Et quels sont les vôtres pour vous placer en tant qu'arbitre de la vérité? La science, c'est le débat contradictoire. Les statistiques ne sont pas des faits, ni la vérité, mais l'exact reflet de ce que l'on a essayé de compter. On doit donc les remettre en question en permanence, et cela se fait par le débat contradictoire. À ce stade, je n'ai même pas encore parlé du débat sur l'analyse des résultats, et il faut encore débattre de la méthode d'analyse, etc., etc. Je dis que la science, c'est le débat contradictoire, mais il y a plus grave. La démocratie, c'est le débat contradictoire, et votre comportement adoube la déviance totalitaire du pouvoir au lieu de la combattre. Mon domaine d'expertise est simple, les statistiques, école d'ingénieur plus 15 ans de métier. J'ai séparé ma vie professionnelle de celle de mes articles et vidéos que je réalise bénévolement sur mon temps libre. Et jamais je n'aurais pensé que les titres étaient plus importants que la qualité de l'analyse. Quelle tristesse de découvrir le monde de l'entre-soi où toujours les mêmes personnages sont érigés en tant que détenteurs de la vérité unique et dont seul le nom de leur casserole dépasse celui de leur conflit d'intérêts. Et enfin, pourquoi LinkedIn, me demandez-vous, et laissez-moi vous répondre, pourquoi pas? En plus de vouloir supprimer le droit d'exprimer un point de vue différent du vôtre, vous voudriez fermer les espaces de débat. Et je reçois sur réseau plein de messages m'expliquant comment mieux consommer, quoi faire pour les enfants, pour la planète, et toutes ces injonctions politiques seraient meilleures que le débat sur la crise actuelle et toutes ses implications sur nos vies personnelles et professionnelles. LinkedIn est un réseau, et ça permet justement le débat. C'est en plus un réseau professionnel avec beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs, de personnes qui sont capables d'analyser les chiffres. Et c'est une richesse. C'est également un réseau de managers et les managers sont en première ligne pour faire appliquer les décisions du gouvernement. Et il est évident qu'il est nécessaire pour eux de discuter de la situation. En tant que manager, je peux témoigner de la difficulté de mettre en application des règles absurdes et néfastes. Les managers doivent rentrer dans le débat, ils sont responsables de la santé de leurs agents.
La santé, ça n'est pas qu'un virus et sa peur, cela comporte aussi le bien-être psychologique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas terrible. Bref, le débat est nécessaire partout. Si des arbitres peuvent se proposer, c'est pour permettre à chacun de s'exprimer dans le respect des autres et pas dans le jugement a priori ou dans la présélection d'un camp. Il serait temps de revenir à une situation plus saine. Vouloir supprimer l'opposition n'a jamais rien amené de bon. À cette réponse, William Oduro m'a répondu que nous ne serons pas d'accord sur le fond et que le fact-checking n'a aucune prétention à interdire le contradictoire dont il relève lui-même. C'est quand même assez gonflé comme phrase lorsque je regarde les vignettes des articles que son groupe a écrits contre mes travaux. On y observe sobrement la vignette de ma vidéo avec la mention faux. Voilà ce qui, selon ce décodeur, semble inviter au débat contradictoire. C'est probablement dans cet esprit de débat aussi que les fact-checkers ne publient jamais le moindre droit de réponse. Le journal Le Monde, dont William Oduro dépend, diffuse sa charte d'éthique et de déontologie. Cette dernière reprend les 10 devoirs de la charte de Munich. Nous devrions les passer en revue pour savoir s'ils sont toujours respectés. Voici pour mémoire les 3 premiers. Grand 1, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Lorsqu'un journal applique la mention faux sur un article étayé, sans apporter d'arguments contradictoires, mais juste parce que cet article contredit un parti pris éditorial, est-ce vraiment respecter la vérité? Nous pourrions évoquer aussi les propos de Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV, dans son intervention au colloque « Raconter la science en temps de crise ». Quand Sibeth Ndiaye dit on ne va pas avoir besoin de masques parce que de toute façon on ne saurait pas comment les porter, enfin vous voyez, on est sur quelque chose de très... Mais dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre, et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment des circonstances très très singulières. C'est ce qu'on appelle un aveu. On connaissait jusqu'en 2020 la corruption par l'argent, la corruption par la promotion, la corruption par les faveurs, et on découvre un nouveau type de corruption, la corruption pour être dans le camp du bien. Il devient alors tout à fait acceptable de mentir, en se justifiant que c'est pour le bien des autres. Point numéro 2, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Lorsque la seule manière d'obtenir un droit de réponse à un article erroné est de passer en justice, défend-on vraiment la liberté de l'information et de la critique? 3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents. Lorsqu'une fois de plus, vous extrayez une phrase d'une page complète d'explication de façon à pouvoir l'intégrer dans votre thèse, pensez-vous ne rien altérer? Nous devrions confronter également le travail que je réalise depuis 2 ans au principe déontologique des statisticiens. Vous pouvez en trouver plusieurs articles écrits par René Padieu, en particulier dans le journal de la Société française de statistique. On y lit « L'indépendance des statisticiens envers leurs clients ou employeurs et envers les pouvoirs politiques sont les 2 aspects les plus notoires de la déontologie statistique. Nous devrions questionner l'indépendance lorsque les journaux comme le vôtre considèrent comme parole d'évangile toute conclusion écrite par les statisticiens qui sont sous l'autorité du ministre de la Santé et réfutent d'un revers de main celle des statisticiens indépendants dont je fais partie. » De même, dans le numéro Éthique professionnelle de Société contemporaine, René Padieu nous rappelle les principes moins connus de la déontologie du sens. Pour compter un phénomène, le statisticien a besoin de définir les concepts pour décider ce qu'il va commencer à compter. Et par l'invention de ces concepts, par exemple les catégories socio-professionnelles, il donne une existence nouvelle à un phénomène qui était jusqu'alors non observé. Il lui donne une importance et influe les décisions qui seront prises par cette observation. C'est exactement ce sujet que je traite habituellement sur ma chaîne, avec ma critique des chiffres du chômage, du PIB, de la dette ou des retraites. Ces statistiques qui, en choisissant certaines définitions et en assurant le comptage, influe lourdement le débat public et la décision publique. Le début du comptage statistique des cas Covid a entraîné la mise en œuvre de mesures inédites considérées a priori comme adaptées et fiables. Et ça, sans aucun regard sur le passé ni aucune critique du comptage.
C'est comme si, au moment de l'invention du thermomètre, on avait conclu que la température venait d'apparaître sur Terre. En conclusion, cher William Oduro, je ne refuse jamais le débat et tout peut se discuter. Puisque vous prétendez également être dans cet état d'esprit, qu'attendons-nous? Débattons. C'est bien de cette manière que nous ferons avancer les choses, et nous ne débattrons pas de techniques statistiques, puisque c'est mon métier et pas le vôtre, nous débattrons de déontologie.